La transe se mobilise à quel moment? Me semble-t-il, elle se mobilise quand intervient la question de la finitude. C'est-à-dire quand l'individu est emmené à un endroit où son corps lui dit: «Il faut que tu te transformes, sinon derrière, c'est la fin». Le propre, en fait, de la transe, c'est précisément de confronter l'organisme, l'humain dans son ensemble, à cette question de la finitude, à cette question de la vulnérabilité et à ce moment-là, de voir un peu comment les choses peuvent se repositionner, de laisser faire le vivant. Et ça, pour moi, c'est vrai au niveau de l'individu, mais au niveau du groupe. C'est-à-dire, c'est lorsqu'une société commence à s'épuiser que les phénomènes de transe commencent à apparaître pour laisser advenir autre chose. Bonjour. Un des continents qui est en train d'être exploré par la science et les psychothérapies, c'est la transe. La transe devient vraiment une expérience qui est interrogée, questionnée, et je reçois dans cet épisode de dialogue le psychothérapeute Antoine Bioy pour son grand livre sur la transe. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Antoine, Bonjour je suis Fabrice. vraiment très heureux de te recevoir pour ce un peu monument, le grand livre des trans. Peut-être tu peux raconter un peu ton parcours, me Ouais. dire un peu qui tu es et comment voilà, tu t'es intéressé à la transe. Alors j'hésite en fait à te la faire en chronologique ou bien avec un regard un peu après. Je vais faire un peu les deux. Chronologiquement, c'est France Loisirs qui m'a emmené à tout ça. Ma grand-mère était abonnée à France Loisirs. J'avais à peu près 15 ans. Elle savait pas quoi choisir ce mois-là. Et puis, tu sais, en quatrième de couverture, tu as la sélection du mois. Elle me dit, ben, prends ce que tu veux. Il y avait un livre sur l'hypnose. Je l'ai pris. Je n'ai rien compris à ce qui était marqué à l'intérieur. Mais j'en suis ressorti, en fait, avec une question qui était, ça fonctionne comment, en fait, l'humain, l'esprit humain. Et donc, du coup, j'ai fait psycho après. À la fin de psycho, je me suis dit, il faut quand même que je retourne vers l'hypnose. Mes maîtres à l'université m'ont tous découragé en me disant: «C'est dangereux, c'est dépassé, n'y va pas» et cetera. Donc évidemment, j'y suis allé. D'autant plus que sur mon premier poste, à l'hôpital de Bicêtre, on pratiquait déjà l'hypnose. Donc je me suis dit: «Bon, il doit y avoir quand même des garde-fous qui existent» et puis, à côté de ça, j'avais, aussi une pratique qui était une pratique, en tant qu'organisateur de rave party et de free party. Et donc du coup, évidemment, transmusicale, mais trans aussi qui était présente, même si à l'époque, on le dénommait pas de cette façon-là. Et puis cliniquement, je m'occupais aussi beaucoup de patients, addicts et notamment toxicomanes. Et en fait, il y a eu cette forme de confluence entre, d'une part, l'hypnose du point de vue thérapeutique, la question de l'addicto avec les états de conscience modifiés du point de vue de la pathologie, la question également, sur le champ de la techno, en fait, d'autres pratiques de trans qui pouvaient exister en lien notamment avec le monde musical. Et puis ça s'est tressé, peu à peu. Ensuite, ce sont des rencontres, ce sont d'autres pratiques également thérapeutiques et j'avais l'impression vraiment d'un puzzle un petit peu morcelé et moi-même d'ailleurs, je faisais pas forcément bien le lien entre ces différents domaines, en fait, de ma vie, à la fois professionnelle, à la fois personnelle. Et puis, et bah, progressivement, je me suis dit: «Mais ce terme-là de trans, est-ce que finalement, ce serait pas une sorte de dénominateur commun à l'ensemble de ces champs-là?» Et j'ai commencé à penser un petit peu les choses de cette manière. Carrière universitaire après la carrière, hospitalière et là, je me suis, confronté à la difficulté d'expliquer à des collègues, on va le dire pudiquement, que la transe peut être un objet d'étude, en fait, scientifique. Dans un premier temps, pas beaucoup aidé, malgré tout quelques collègues, qui étaient présents sur Bourgogne, sur Nancy, dans d'autres universités qui étaient là. Donc, je me suis rendu compte aussi que chacun dans son coin commençait aussi à étudier des trans, parfois dans le champ de la littérature, parfois dans le champ de la psychologie, parfois dans le champ de la médecine, mais qu'il n'y avait pas un réseau qui existait réellement pour faire vraiment de la transe un objet scientifique. Et ça a été la dernière étape pour arriver ensuite à ce livre qui est une sorte d'étape un peu parcours avec à la fois de la science, à la fois de l'artistique, à la fois de la psychologie, du médical et puis également des articles pour penser. J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressés à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur dans ce monde qui en a bien besoin. Et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, de dialogues, de cours, de rencontres, c'est tout simple. Inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. Quel est ton métier aujourd'hui?
comment tu pourrais te présenter? Je me présente généralement en fonction de mon interlocuteur. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui va être le plus parlant pour l'autre. En fait, j'ai plein de temps plein différents. Donc, je suis temps plein à l'université en tant que prof de psychologie. Je suis également temps plein en tant qu'enseignant et formateur. Je suis temps plein en tant que chercheur. J'écris pas mal, j'interviens. Donc, j'ai plein de temps plein différents, c'est-à-dire que j'utilise probablement plus de mes deux hémisphères un peu tout le temps. Et en fait, lorsque je suis en face de quelqu'un, c'est finalement qu'est-ce qui pourrait intéresser l'autre, c'est-à-dire sur quelle base commune on va pouvoir discuter. Et Mais pour disons, pour moi, l'intéressant pour la transe, c'est donc que d'un côté, tu es professeur d'université, mm, tu es aussi thérapeute et tu ouais, as un rapport clinique à la souffrance. ouais, Disons, ça va éclairer un peu le regard que tu as sur la transe. c'est le fil rouge. Et puis, Mm, la recherche et une capacité que tu as à mm, rassembler mm. tous les chercheurs qui travaillent aujourd'hui en France sur la question. Je dirais que c'est peut-être trois axes qui permettent d'éclairer ton rapport à la transe. Oui, et effectivement, et ensuite de se dire, bah, il y a essentiellement une question de curiosité. C'est pour ça que je disais ensuite, il y a, dans la présentation, j'ai dit, peu importe, et ça dépend sur quoi ça va partir, mais c'est avant tout une curiosité parce que pour ce quelque chose qui paraît être universel, utilisé dans plein d'endroits différents, le thérapeutique, tu l'as cité, l'artistique, etc., et en même temps si mal connu. Et même dans les pratiques, hein, les gens disent, mais finalement, la transe, c'est avant tout une expérience, etc. Ça peut se discuter. Moi, je pense qu'on peut rentrer de plein de façons en fait, dans un phénomène et que l'expérience, elle est fondamentale, mais c'est pas forcément la première porte pour tout le monde. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui, même dans les pratiques, est assez point d'interrogation. C'est-à-dire que on voit que les gens qui vivent des trans, quel que soit le domaine dans lequel ils vivent des trans, ont du mal aussi à pouvoir qualifier ce qu'ils ressentent. Parce que c'est une expérience humaine qui va le plus souvent d'abord déboulonner pour ensuite proposer à la personne de vivre les choses un petit peu autrement. Et donc, même en termes d'expérience, en fait, il y a quelque chose de l'ordre d'un point d'interrogation, c'est-à-dire une difficulté à communiquer. C'est essentiel, universel, et pourtant difficile d'en faire une sorte de partage, sans passer paradoxalement par les croyances. Globalement, il y a deux modes de façon de comprendre un phénomène. Il y a la science d'un côté qui essaye de savoir, il y a de l'autre côté ce qu'on pourrait appeler les croyances, la religion, la spiritualité, etc. Et puis, ce sont deux façons de rentrer dans un phénomène, mais aucune n'a la vérité. Elles n'ont juste pas les mêmes références. Il y a ce qui me semble important, notamment pour les trans, un troisième champ, qui est le domaine de l'artistique et du culturel. Donc, la science d'un côté, les croyances de l'autre, et l'artistique et le culturel, qui sont une autre façon de vivre les choses, et certainement aussi d'en rendre compte par l'expérience. Et pour moi, en fait, c'est l'entre-deux qui va être intéressant, c'est-à-dire l'entre-deux dans ces trois parties, c'est-à-dire l'intersection, à l'intersection entre ces éléments-là. La trans fait à la fois science, elle fait à la fois croyance, elle fait à la fois créativité. Et donc, on est dans quelque chose de complexe, qui est difficile à dire, qui est universel et qui est passionnant. Et c'est cette complexité finalement à dire et à vivre, mais qui réunit beaucoup de monde, qui me paraît intéressant de détricoter. Alors, peut-être pour commencer, Mhm. c'est quoi la transe? Comment on pourrait, voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas trop ce que c'est quoi la transe? Je travaille avec une définition qui est sans doute imparfaite, mais je la trouve suffisamment construite pour pouvoir arriver à penser les choses. Globalement, c'est de dire, attention, tu vas faire un bond sur ta chaise parce que je sais que tu n'aimes pas ce terme-là, c'est un état de conscience modifié. Ça va, pas de syncope? Ça va, Non, tu es non, encore je sais là? pas, Ok, tout va bien. on va montrer après pourquoi ça ne tient pas 2 secondes Très bien, quand on parfait. est philosophe. Mais je t'attendais bien là. Donc, c'est un état de conscience modifié. Ça veut dire quoi, un état de conscience modifié? Ça veut dire que là, on est en train de parler. Si jamais il y a une porte qui claque ou que l'un d'entre nous avait oublié de couper le téléphone et que tout d'un coup, la sonnerie arrive, du coup, notre état de conscience va se trouver modifié. C'est basiquement ça, en fait. Donc, c'est juste le fait de dire quelqu'un a des états de conscience, plein d'états de conscience dans une journée. Il y a un état de conscience qui peut se modifier, soit en fonction d'un contexte, soit en fonction d'un événement qui peut être aussi un événement interne. Donc, c'est parti de cette grande famille extrêmement large, distraction, attention, imagination, rêverie, etc. L'élément qui permet de pouvoir caractériser les trans dans cette famille des états de conscience modifiés, c'est ce que j'ai appelé l'élément de brusquerie. Ça veut dire que
va intervenir un élément qui fait que tout d'un coup, ma présence va être comme suspendue. C'est-à-dire, mon corps va se mettre en pause pendant quelques millisecondes. Ma capacité de raisonnement ne va plus être présente, je vais être dans une sensorialité pure. Ensuite, on va voir ce que ça va devenir. Et le devenir thérapeutique n'est pas le devenir pathologique, qui n'est pas le devenir de créativité, etc. Mais en tout cas, c'est le fait de dire finalement une transe, c'est lorsque l'individu est sorti brusquement de son sens commun, et que lorsqu'il est sorti brusquement de ce sens commun, il va être amené potentiellement à se repositionner, c'est-à-dire à vivre l'expérience autrement, à voir un aspect qu'il n'avait pas vécu. Et c'est cette dimension de transformation au travers d'une brusquerie qu'on appelle aussi confusion, hein, dans le champ d'hypnose. Et on a cet ancêtre commun, toi et moi, qui est François Roustan, et qui vraiment parlait beaucoup de cette dimension-là. Donc la confusion est un élément de brusquerie qui fait qu'il y a une confusion des sens, qu'à un moment donné, le corps va être requis dans une forme de suspension. On va voir ce que ça va devenir suivant la destination. Mais pour moi, la transe, c'est basiquement ça. C'est cette proposition faite à quelqu'un de pouvoir se remodifier dans son existence, dans un moment, avec un état de conscience qui va se trouver modifié de façon brusque, c'est-à-dire sans que l'individu n'ait pu intentionnellement décider de ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on pourrait donner quelques exemples pour, de trans, Oui, que les gens puissent voilà, se repérer un peu? je vais en donner de différentes sortes, différents champs. Parce que peut-être on peut dire à ceux qui nous écoutent, vous le savez peut-être pas, mais vous êtes comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Vous avez tous vécu des moments de transe sans le savoir. Après, on peut le cultiver, le développer, en faire un point d'appui, mais c'est important de montrer que c'est pas une expérience réservée à quelques êtres ou dans quelques situations, mais c'est beaucoup plus commun qu'on ne le pense, même si on a du mal à le repérer. C'est effectivement ça, c'est-à-dire c'est vraiment un mouvement universel en fait, le mouvement de transe. Et il y a quelque chose effectivement de banal, mais aussi de merveilleux. C'est là où est la fascination que l'on peut avoir par rapport à la transe, c'est qu'on est effectivement dans les deux champs. Moi, je me souviens de l'expérience de Cédric Villani expliquant comment lui était venue la révélation pour la formule mathématique, la résolution de la formule mathématique qu'il lui a donnée à Method Fields. Et en fait, il raconte, c'était dans les escaliers alors qu'il était en train de jouer avec ses enfants. Voilà, tout d'un coup, effectivement, il a ressenti, il a vu cette formule qui était là présente. Alors, évidemment, il y a l'expérience passée, il y a les équipes, etc. Mais c'est venu, en fait, à ce moment-là. C'est aussi le fait, voilà, d'un musicien qui va dire, bah, je gratte sur ma guitare, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient. Et c'est pas moi qui l'ai décidé. C'est comme si le refrain était en train de s'imposer à moi. Dans le champ du thérapeutique, le plus typique dans nos sociétés, c'est évidemment l'hypnose, avec le fait de travailler sur une émotion, et puis tout d'un coup, le corps va commencer à exprimer, à ressentir des choses qui ne semblent pas appartenir à cet ici et maintenant qui est là, c'est-à-dire du point de vue du raisonnement, mais en vrai, quelque chose est en train d'être vécu qui fait que la personne va pouvoir se repositionner. Donc cette mobilisation qui va survenir à un moment donné, c'est également le sportif qui va se retrouver au tennis classé 116e, et puis il est face au numéro 11. Et ce jour-là, il va faire le match parfait. Et quand on va poser la question qu'est-ce qui s'est passé, en fait, il est incapable de pouvoir l'exprimer. Donc c'est comme être habité par quelque chose. Alors, c'est une discussion. C'est une discussion souvent. Il y a souvent des analogies entre la transe et la possession. C'est-à-dire effectivement, parce que là, on est dans le champ du traditionnel. Et c'est vrai d'ailleurs que ce terme de transe, quand on parle à quelqu'un de la transe, c'est immédiatement l'exotique qui vient. C'est le chaman, c'est la possession, c'est l'exorciste. Bon. Et donc c'est vrai que il y a des distinctions qui sont faites parfois, ou en tout cas les gens l'interrogent, et notamment sous couvert de possession. C'est-à-dire la transe, effectivement, d'une certaine façon, c'est une manière de ne plus être là pour laisser quelque chose d'autre advenir. Lorsque, par exemple, on est dans la rue et puis on ressent une intuition particulière, c'est comme si à ce moment-là, mon identité, ma personne n'était plus présente, et puis quelque chose vient de se passer. Une expérience particulière par rapport à ça, il y a pas très longtemps. Je devais faire un voyage à Bordeaux pour donner un enseignement. Et en fait, avant de faire ma valise pour aller sur Bordeaux, à un moment donné, ma main, en fait, est allée sur une bougie. J'ai pas mal de bougies dans mon bureau, et en particulier, lorsque je veux me concentrer, lorsque je veux penser à quelqu'un, mais aussi lorsqu'on m'informe aussi que quelqu'un est pas loin de mourir ou vient de décéder. Du coup, j'allume une bougie symboliquement pour que
voilà, pour avoir un moment particulier pour cette personne-là. Et j'ai ma main qui se tend vers l'une de ces bougies, et je me dis, mais c'est absurde, pourquoi est-ce que je fais ça? Et en fait, je laisse la bougie de côté. Je pars sur Bordeaux, j'arrive sur Bordeaux, et là, à ce moment-là, je suis devant mon ordinateur, et en fait, sans que je m'en rende compte, je vais en fait sur un site d'huile essentielle, et vient à ce moment-là cette forme de pensée qui est: il faut que tu commandes de la pruche. La pruche, en fait, c'est une huile essentielle qui n'a pas un grand intérêt en aromathérapie, mais symboliquement, c'est une huile essentielle que l'on utilise en soins palliatifs pour favoriser les passages. Je commande cette pruche alors que j'en avais pas du tout besoin pour les 3 jours que j'allais passer sur Bordeaux. Ça, on était le vendredi. Et le dimanche matin, en fait, j'apprends que qu'une amie, en fait, vient de mourir, en fait, brutalement d'un arrêt cardiaque dans la nuit de samedi à dimanche. Ces éléments-là, c'est-à-dire cette bougie, cette pruche, entre le jeudi et le vendredi, cette annonce du dimanche matin, c'est ce qu'on va appeler des éléments de transe. C'est-à-dire, à un moment donné, mon corps se désinvestit de quelque chose, et c'est comme si quelqu'un guidait ma main pour aller du côté de la bougie, ou aller du côté de cette commande-là. Ça dure pas longtemps. Et donc ce côté, on va dire, automaticité, moi c'est comme ça que je le traduis, notamment en hypnose. On va chercher avec les patients les gestes automatiques pour aller chercher la profondeur de la transe, etc. Cette forme d'automaticité, parfois, a été traduit comme étant quelque chose de l'ordre d'une possession. Probablement que le terme de possession, il est trop culturellement marqué. Mais en tout cas, dans le mouvement qui est de dire, en transe, il y a ce mouvement dans lequel la suspension, dont je parlais tout à l'heure, fait que l'individu, pendant un temps, s'absente à lui-même et a l'impression, par les processus automatiques, que quelque chose se passe, parfois jusqu'à avoir l'impression que ce n'est pas lui qui est dans son corps. Oui, effectivement, c'est assez typique des trans. La science commence à l'explorer, ça. Non seulement à l'explorer, mais à avoir des premiers éléments de réponse. Et notamment dans le champ des émotions. Et en particulier, on a montré que l'intensité émotionnelle qui peut être présente dans un contexte donné, cette intensité-là fait que le raisonnement, je schématise un petit peu, hein, le raisonnement, en fait, ne peut plus avoir cours tellement cette sensation corporelle commence à être débordante. Et l'individu, ne pouvant pas réfléchir, cette intensité corporelle qui est là, qu'on appelle émotion, va le traduire comme étant: ce n'est plus mon corps, ou plutôt mon corps ne m'appartient pas, et donc j'ai l'impression que mon corps est pris par quelqu'un d'autre, ou en tout cas est habité par quelqu'un d'autre. Donc on a un autre élément là de l'expérience de la transe, les émotions vraiment intenses, le coup de foudre, ou une sorte de peur intense, mais je trouve que c'est bien de parler aussi du coup de foudre, sont un peu comme des expériences de transe. Je crois beaucoup à la peur, en fait, dans ces expériences de transe, toutes, y compris l'hypnose, etc. Euh, tu as raison, souvent le coup de foudre est présenté comme étant une transe Je t'ai particulière. juste bien lu, hein. C'est Et toi qui souligne ça, et j'ai trouvé ça absolument. très juste. Et peut-être même qu'il y a un lien entre le coup de foudre et la peur. Parce que lorsque l'on connaît un coup de foudre pour quelqu'un, me semble-t-il, il y a de façon concomitante la peur de perdre ce que l'on vient d'investir de façon tout à fait automatique. Et il me semble effectivement que la peur est un processus qui est assez central dans ces phénomènes-là. Alors, évidemment, dans les pratiques traditionnelles, dans lesquelles justement les sens sont bousculés par les rythmes, par les tambours, par les odeurs d'encens qui sont très importantes, effectivement, il y a un moment donné où il faut échapper à cet environnement qui commence à devenir inhospitalier. Mais même si on prend quelque chose comme la pratique de l'hypnose, j'avais démontré il y a quelques années que les personnes qui étaient les plus sensibles en fait à l'hypnose étaient les personnes qui avaient ce qu'on appelle un mode d'attachement, si ce n'est désorganisé, en tout cas précaire. C'est-à-dire que ceux qui vont le plus facilement en hypnose, ce sont ceux qui vont avoir le plus peur de la nouveauté, qui vont avoir le plus de mal à s'attacher relationnellement aux autres, et qui donc vont faire appel à cette forme de néo-réalité proposée que l'on va appeler la transhypnotique, alors que ceux qui finalement ont un attachement plutôt sécure n'ont pas tellement peur des expériences nouvelles, ou plutôt le voient comme étant quelque chose de l'ordre d'une expérience maturante qu'ils peuvent faire, en fait, vont pas tellement se glisser dans l'hypnose, parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin, en fait, d'aller rechercher dans cette forme de néo-réalité quelque chose de différent. Et donc, je ne réduis pas du tout, le processus de transe à la peur, mais il me semble que l'émotion peur est effectivement très commune dans les manifestations de transe, quelle que soit celle que l'on rencontre. Donc on a décrit plein d'éléments de transe, le sportif, celui qui
trouve une nouvelle idée, une émotion forte. Donc, tout ça pour montrer que c'est une expérience qui est quand même extrêmement commune. Absolument. Or, notre culture occidentale, pendant très longtemps, après avoir reconnu la transe, on y viendra, pendant très longtemps, a eu très peur de la transe, s'est méfiée, l'a condamnée, l'a considérée comme appartenant au malin. Et au fond, peut-être que essayer de repenser la transe aujourd'hui implique une remise en question de tout un ensemble de paradigmes dans lequel peut-être il est temps de se libérer. Donc on pourrait essayer, pendant quelques minutes, de montrer le renversement, on pourrait le renversement, je ne sais pas comment on pourrait dire, épistémologique qu'implique la transe, une remise en question de beaucoup de nos croyances. Je pense qu'il y a, d'une part, effectivement, j'adhère complètement à ce que tu viens de dire. Pour moi, il y a deux courants. Il y a effectivement ça, c'est-à-dire il y a la nécessité de changer un paradigme. C'est pour ça aussi que, à côté de cette question de la transe, j'essaie de développer ce qu'on appelle la santé intégrative. Le terme n'est pas très bon, mais le mouvement, en tout cas, est excellent pour arriver à repenser ces choses-là, c'est-à-dire ne pas faire que l'on parle de santé uniquement quand une personne devient malade, mais que la santé commence au premier souffle de la vie et même auparavant, c'est-à-dire vraiment la notion de capital santé, pas capital au sens économique du terme, mais une chance, une compétence que la personne possède et qui est à entretenir comme on peut entretenir un jardin, voilà, des émotions, etc. Donc il me semble effectivement enfin, la transe participe en fait d'un appel en fait à un nouveau paradigme. Dans le champ des sciences, c'est pas gagné, hein. C'est-à-dire que moi, je continue vraiment tous les ans. J'ai notamment le diplôme universitaire d'études autour des trans et des états de conscience modifiés sur Paris 8, dont j'ai la responsabilité. Honnêtement, tous les ans, ça bataille, hein. Pour arriver vraiment à maintenir ce diplôme et à le faire vivre, tous les ans, ça bataille, c'est compliqué. Et également, quand il s'agit de publier des articles scientifiques, la notion de la transe, il y a quand même beaucoup de reviewers, c'est-à-dire de relecteurs en fait des articles qui sont pas du tout à l'aise avec ça, y compris les collègues. Donc voilà, mais Donc c'est important de montrer, encore c'est pas aujourd'hui, acquis la du tout. question de la transe remet en question tout un arrière-plan. Alors peut-être on peut Ouais. essayer d'écrire cet arrière-plan enfin, qu'est-ce que la transe remet en cause comme structure de pensée? La transe fait peur, donc du coup c'est bien, elle s'auto-produit. En fait, ça remet en question le fait que j'allais dire deux choses. Alors, mon champ, principalement, c'est le champ du thérapeutique. Donc, sans doute qu'on pourrait parler d'autres champs, mais celui que je connais le mieux, c'est celui du thérapeutique. Ça met en question deux choses. La question de la transe. La première, c'est que la façon que l'on a d'aborder le corps dans notre Occident à nous est, je vais pas dire négatif, mais il est incomplet. Et en particulier, pour moi, il y a vraiment un prototype, une image assez prototypale de ça, c'est que on a compris il y a quelques années, Damasio, etc., que il n'y avait pas que le cerveau. Voilà. Et donc, du coup, le côté un peu plus rigolo, c'est que du coup, on a créé le deuxième cerveau, le cerveau entérique, le cerveau des émotions, le ventre. Ce qui veut dire qu'en fait, à partir de ce moment-là, on a en fait reconduit une erreur. C'est-à-dire que lorsque l'on pense le corps, on dit je veux échapper à mon premier cerveau, et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un deuxième cerveau qui est le cerveau entérique, le cerveau des émotions. On est en train de créer un troisième cerveau qui est celui du cœur. C'est-à-dire on n'arrive pas à sortir à une pensée à propos du corps qui soit en fait une pensée d'organe. Elle a eu tout à fait et elle continue à avoir tout à fait une pertinence. Enfin, la médecine occidentale, au sens de la culture dans laquelle on est une médecine qui sauve, là où les médecines traditionnelles ont un taux de morbidité et de mortalité vraiment qui crève le plafond. Donc, c'est une médecine qui sauve, l'anneau. Donc, il ne faut pas lui jeter des pierres, elle est absolument utile. Mais on a des difficultés à penser l'organisme, c'est-à-dire l'humain dans son ensemble, l'organisme comme étant quelque chose qui peut-être peut s'approcher autrement qu'en réfléchissant d'une manière référée au cerveau ou dans une médecine d'organes, qui est utile, mais qui sans doute n'est pas suffisante. La deuxième, c'est le fait de dire une rencontre humaine, une maladie auquel on va se confronter, une situation de la vie de tous les jours qui va nous bousculer, est avant tout une expérience. Même les émotions que je citais tout à l'heure, en fait, c'est déjà secondaire. C'est-à-dire, une émotion, c'est quoi? Basiquement, c'est une intensité
émotionnel qui va à un moment donné apparaître. C'est par le corps et par les perceptions que quelque chose va se passer, et c'est dans un deuxième temps qu'on va pouvoir éventuellement dire c'est une émotion, dans un troisième temps qu'on va pouvoir éventuellement la penser et lui donner une représentation. Mais c'est le fait de dire, en fait, une expérience est avant tout quelque chose qui passe par le corps. Autrement dit, un entretien d'annonce avec un médecin, ce n'est pas quelque chose dans lequel les informations vont être présentes. Et si jamais les patients loupent les informations, on va dire ah il est dans le déni, il veut pas entendre, etc. C'est-à-dire comme si c'était le cerveau qui était présent. C'est le fait effectivement de dire en fait lorsqu'il y a une annonce qui est là, on est dans un élément de brusquerie dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a cet état de suspension lié à la confusion de l'événement qui va être présent, qui fait qu'à un moment donné, l'organisme est poussé à agir. C'est ça que ça veut dire la transe. Ça veut dire l'organisme ressent qu'il doit commencer à s'adapter à quelque chose qui est dangereux pour lui dans cette situation-là. Et donc, du coup, il va commencer à passer sur un autre mode de façon à s'adapter à l'expérience et faire du mieux possible pour que cet organisme qu'on appelle l'humain puisse s'adapter à ce qui est en train de se passer. Or, dans notre paradigme actuel, tout est centré sur l'information due au patient, comment l'information a été intégrée, d'aller le vérifier, etc., etc. C'est-à-dire, on a du mal à laisser de la place à cette expérience et à ce besoin qu'a le corps à un moment donné d'exprimer face à la rudesse qu'il peut y avoir du quotidien ou d'un contexte, qu'il y a quelque chose qui peut être à faire. Donc, premier point, Mm. la transe remet en question l'opposition entre le corps et l'esprit, et au fond la dualité, et essaye de nous montrer un corps qui pense, un corps qui ressent, et de sortir voilà, de ce rapport un peu duel qu'on reproduit en voulant y échapper. C'est le mot merveilleux de Roustan, l'intelligence du corps. C'est-à-dire parce que le terme d'intelligence, il est souvent attribué à quelque chose de psychique, le corps somatique, et donc ce mot merveilleux d'intelligence du corps, en fait, tout est là. Donc la transe et l'intelligence, voilà, pour simplifier, la transe nous met en rapport à l'intelligence du corps qui remet en question toute une architecture. Mm. Deuxième, à mon avis, point de remise en question, c'est que nous pensons l'individu comme conscient, autonome et volontaire. Et qu'au fond, on a le modèle et le rêve dans notre société d'un être de plus en plus conscient, de plus en plus volontaire, qui serait un peu l'accomplissement humain. La transe montre que c'est pas par là qu'on résout la plupart des difficultés et que là, il y a une sorte d'erreur. Il y a une tentation et là, il y a quelque chose qui, pour moi, n'est pas tout à fait formalisé. En fait, j'essaie de faire le pari, dans la culture qui est la mienne, de le faire de pari que on n'a pas besoin de l'inconscient pour penser ça. C'est-à-dire, si je reprends le début de ta phrase, effectivement, globalement, c'est de se dire, voilà, il n'y a pas que l'individu conscient, etc., etc. On connaît l'histoire, finalement, notamment le champ de la psychologie, mais pas que, la philosophie aussi, a fait l'hypothèse de l'inconscient et qu'effectivement, tout n'appartenait pas au champ du conscient. En fait, il me semble que lorsqu'on s'intéresse à la question du corps, la sensorialité et le percept, on peut faire l'économie de cette notion-là d'inconscient qui me paraît être une notion assez opportune, et même plus que ça, mais c'est aussi ça que je trouve intéressant, c'est que finalement, parfois, on regarde un peu de haut, justement, les gens qui font du chamanisme, en tout cas, sont dans des pratiques assez traditionnelles, qui font appel à des figures tutélaires, en disant, tiens, il y a tel esprit qui, etc. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec la notion d'inconscient? On s'adresse à quelque chose d'invisible, ou en tout cas, dont les signes ne peuvent être perçus qu'indirectement, mais comme un homme médecine ou une femme médecine va lire les signes de l'action d'un esprit dans la nature de façon indirecte, en prêtant un pouvoir particulier et une intention surtout à cette notion-là, la notion d'inconscient, qui agirait sur le conscient et les conduites de la personne. À l'heure actuelle, cette idée me paraît assez folle. Elle a été utile dans l'histoire des idées, hein, et donc du coup, elle me paraît tout à fait précieuse pour avancer dans la connaissance des choses. Mais précisément là où on en est, et notamment en emmenant cette question de la transe comme n'étant pas simplement de l'exotisme, mais en fait une dimension fondamentale qui intervient aussi, on y viendra certainement, dans le développement humain, dans le développement historique, dans le développement des civilisations également, en l'emmenant, du coup on s'intéresse à un corps, à la présence d'un corps, et à partir du moment où on s'intéresse à sa présence de ce corps-là, dans une façon, on peut l'appeler comme on veut, instinctive, intuitive, en tout cas un mouvement pour arriver à se repositionner dans l'existence lorsque cela est nécessaire ou lorsque il y a de la créativité, etc., qui est requise, il me semble que la notion d'inconscient, ou plutôt l'hypothèse de l'inconscient, en fait, n'est plus nécessaire. Donc j'ai élargi encore mon deuxième point. Mm.
La transe remet en question la notion de conscience et remet en question la notion d'inconscient, Absolument. en montrant que ça ne permet pas de comprendre notre expérience humaine fondamentale. Mais il y a quand même cette idée au cœur de la remise en question de la transe, que cette idée de contrôle de soi-même, qui est très fort, n'est pas la clé fondamentale. Non, c'est même la dimension de cette dimension du contrôle. On parle aussi parfois en psychologie d'agentivité, la possibilité d'avoir une action sur quelque chose. En fait, c'est la perte de ça est même l'un des signes assez prototypiques en fait d'un état de transe. Elle se joue pour moi à un deuxième niveau Donc la aussi. transe, donc la perte de volonté de la transe est vue du point de vue le plus souvent en Occident comme une défaillance, une menace, une inquiétude. Et ce que tu essaies de montrer, c'est que c'est une chance, une possibilité d'une réorganisation, une possibilité d'une libération. Et c'est ça quand même l'opposition forte et le changement radical. C'est Oui. que pour la plupart des gens, les critiques que tu as, et pour beaucoup de gens, la transe, ça fait peur parce qu'on a l'impression qu'on va perdre le contrôle et que c'est dangereux. Et tu montres, bien sûr, ça peut être dangereux, mais ça peut être libérateur, ça peut être formidable. Et c'est ça les exemples que tu as donnés, du sportif, du scientifique, que c'est un élément fondamental de créativité et de libération de l'être humain. Tu parles beaucoup mieux que moi des choses que j'ai pu écrire. Mais tu as raison, c'est une excellente synthèse. C'est tout à fait, c'est tout à fait ce mouvement-là. Et c'est pour ça aussi que voilà, parfois je souris à des notions comme la notion de lâcher prise, etc., qui souvent est traduit en étant, mais donc il faut aller vers le lâcher prise. Et en fait, je trouve ces mots extrêmement piégeants parce qu'on apprend aux gens à aller vers le lâcher prise. C'est-à-dire, on leur apprend à avoir un niveau de contrôle et de maîtrise suffisant pour qu'ils puissent lâcher. Et en fait, la transe est la proposition que cela puisse se trouver sans même être cherché. C'est-à-dire qu'en fait, même dans un contexte dans lequel on se dit, bah tiens, là, je vais être accompagné au tambour, je vais faire une séance d'hypnose, etc., va-t-il y avoir transe? C'est même pas sûr. Mais en tout cas, la possibilité de la transe peut être effectivement quelque chose que l'on va construire particulièrement. Ensuite, va-t-elle venir ou pas? On verra bien, ça dépend d'énormément de choses. Mais en tout cas, effectivement, j'ai du mal à imaginer que la transe puisse être quelque chose de gratuit. Et donc j'espère qu'elle ne sera jamais commercialisée à un moment donné. Alors même que bien souvent, quand une personne crée quelque chose autour de la transe, on voit derrière copyright, machin, etc. Bon. Mais la transe a priori est quelque chose qui est beaucoup plus libre que ça. C'est-à-dire, ça peut pas être domestiqué la transe. C'est une l'ordre d'une compétence humaine. C'est de l'ordre d'un ressenti particulier au moment où il y a un besoin. Et c'est compliqué d'imaginer dans cette façon de traduire la transe qu'il y aurait quelque chose de gratuit, c'est-à-dire de récréatif dans ce moment-là. Il faut qu'il y ait un besoin malgré tout pour que cela puisse apparaître. Le besoin, il n'est pas forcément en santé. Il peut être effectivement en termes de créativité, de ressenti, d'émerveillement aussi, hein, devant une œuvre, il y a plein de façons d'échapper à la manière d'écouter une musique ou de regarder un tableau, mais la transe peut aussi être là lorsque tout d'un coup on est saisi par le tableau ou saisi par la musique. Alors si nous, dans notre culture, la transe est vue comme inquiétante, même s'il y a un peu un renouveau depuis quelques décennies et que tu essayes de porter cette parole, ce qui- voilà, moi qui suis philosophe, je suis frappé de voir que ça n'est pas toujours été le cas, Mm. et que par exemple chez Platon, qui quand même fonde la raison et fonde la philosophie, la pensée critique, enfin tout le socle de l'Occident, euh, il garde une place importante pour la transe, et tu y reviens dans le livre. La transe est tout à fait fondamentale et il lui donne une place importante. Peut-être on peut commencer par parler juste de Socrate, avant de parler des différentes formes de transe dont tu parles dans le livre, mais Socrate lui-même ne cesse de parler de son daimon Mm. et de la nécessité à un moment de faire confiance à quelque chose d'autre que lui-même qui parle à travers lui. Et à la différence de l'inconscient qui serait menaçant et Mhm. inquiétant, dont tu as très bien parlé, l'inconscient chez Freud doit redevenir conscient, là où le ça est, il faut que le jeu advienne. On pourrait dire que chez Socrate, c'est le contraire. Il faut respecter le ça, il faut respecter quelque chose de l'inconnu qui est porteur d'une forme de sagesse. Et je n'ai pas à devenir conscient de cet inconnu, mais j'ai à m'ouvrir à lui. Et toute la pensée de Socrate est très ouverte à cette dimension-là. Et on est un peu étonné, quand on connaît la transe, de relire les textes de Platon et de voir un Socrate pas du tout étroit et rationaliste comme on l'imagine, mais pensant la rationalité
en dialogue avec cette ouverture. Mais tu soulignes aussi plein d'autres formes de transe que souligne Platon. Oui, et j'allais presque dire, c'est à la fois, évidemment, c'est important de pouvoir, de pouvoir se rendre compte que ça accompagne en fait l'humanité, cette histoire-là. Mais ce qui est rigolo de voir aussi, c'est que Platon a lui-même commencé à aller vers le travers dont on souffre maintenant, c'est-à-dire qu'il a classifié. C'est-à-dire qu'effectivement, il était face à un phénomène et puis il a essayé de caractériser les phénomènes. Alors, en tant que scientifique, chercheur, je m'en amuse parce que justement, c'est ce qu'on fait aussi, bien sûr, hein. C'est-à-dire qu'il faut bien à un moment donné essayer de définir et caractériser ce que l'on regarde pour pouvoir le regarder et entrer à l'intérieur. Quelle classification il propose de la transe? Bah, le fait de pouvoir penser qu'il y a quelque chose qui pourrait être de l'ordre du mystique, qui pourrait être de l'ordre de l'amour, qui pourrait être, c'est-à-dire qu'en fonction en fonction de circonstances ou de contexte, de la poésie, on ne va pas forcément avoir les mêmes manifestations, on va pas forcément avoir les mêmes objectifs qui vont être présents. Donc là, juste pour rappeler, Platon montre que la poésie, être poète, avoir une intuition, une inspiration, Mm. c'est une forme de transe. Mm. Que voilà, à Delphes, ceux qui ont des visions sont une forme de transe. Que quand on est amoureux, Eros, c'est une forme de transe. Donc voilà, il montre plein de formes de transe qui peuvent éveiller l'être humain et qui ont une part de sens pour nous. Mm. Là où c'est intéressant, c'est qu'il est vrai, comme on le disait tout à fait au début, qu'une personne qui est en transe va pas avoir le même vécu que la personne qui est à côté. Et donc, du coup, rentrer dans l'expérience de chacun pour essayer de comprendre un peu mieux le phénomène, c'est important. Si possible, il faut que les classifications arrivent le plus tard possible pour essayer d'entrer dans le phénomène. Sinon, on va se retrouver un petit peu piégé. Il y a un processus psychologique qui est à la base, en tout cas qui est présent dans toutes les formes de transe, qui a connu un petit peu le même destin, c'est la notion de dissociation. En fait, c'est intéressant parce que le terme de dissociation, il était d'abord employé dans ce qu'on appelait le club des hachichiens, c'est-à-dire à Paris, notamment chez les personnes lettrées, etc., les fumeurs de hashish qui avaient des visions, et puis bah, c'était des états dissociatifs en lien avec cette pratique-là. Et puis Janet va l'utiliser, c'est ce qu'il va appeler la désagrégation, qui va ensuite être traduit par dissociation. Et puis finalement, à partir du moment où il va utiliser ce terme-là, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir être dans l'ici et maintenant, mais de façon différente, si je vais vraiment très vite sur la dissociation, ça va passer du côté du pathologique. Parce que finalement, Janet, on va en parler, dans le champ de l'hystérie, dans le champ du psychotrauma, et puis ensuite, les auteurs, Bleuler, etc., vont reprendre ce terme-là pour partir du côté de la schizophrénie, de la psychose. Et à partir de ce moment-là, en fait, le terme de dissociation est devenu un terme qui est extrêmement connoté. Et actuellement, même lorsque l'on parle de dissociation, c'est souvent la dissociation traumatique. C'est-à-dire pour décrire les gens qui vivent un psychotrauma, il y en a beaucoup de mal à récupérer ce terme de dissociation comme pouvant être de l'ordre du normal, c'est-à-dire quelqu'un qui effectivement a ce moment de suspension tel que je le définissais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est dissocié dans le sens où il sort d'une façon habituelle pour lui de vivre cette réalité, pour tout d'un coup recevoir cette réalité de façon différente. Et parfois, il est vrai d'avoir un sentiment d'étrangeté par rapport à cette réalité qui va être là. Mais ce processus-là, il est avant tout normal avant de devenir pathologique. Et donc, la dissociation est probablement un exemple aussi de ce moment où le besoin de classification que parfois on a, notamment dans le champ scientifique, est arrivé trop tôt et du coup a commencé à scléroser un petit peu cette notion-là. Et donc la laisser ouverte la plus longtemps possible est probablement quelque chose de compliqué, c'était de se laisser aller dans l'expérience, y compris lorsque l'on est chercheur, est néanmoins nécessaire. Il y a un autre aspect, je crois, qui fait peur dans la question des trans, c'est que la transe est aussi un marqueur du changement. J'ai parlé individuellement, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de se repositionner, un entretien d'annonce, un moment qui est difficile, etc. Mais il y a des trans aussi au niveau des civilisations. C'est-à-dire que les liesses populaires, les moments de révolution, je ne vais pas prendre des exemples d'actualité contemporaine, parce que généralement, immédiatement, ça engage des idées politiques ou des jugements qui font que c'est compliqué de pouvoir les penser. Mais si on remonte par exemple à la Révolution française, donc quand même il y a quelques temps, il y a des écrits d'historiens merveilleux
qui montre en fait l'influence du mesmérisme, c'est-à-dire de ce qui allait devenir la transe hypnotique sur les mouvements, le mouvement de la Révolution. Et finalement, qu'est-ce que c'est d'autre que la liesse populaire? Qu'est-ce que c'est d'autre que ces moments de foule particuliers que tout d'un coup, des gens qui vont passer par la transe pour essayer de faire changer quelque chose de l'ordre de la civilisation. Et actuellement, dans notre société actuelle, il y a des foyers de transe sociaux, sociétaux qui sont en train d'apparaître, qui sont extrêmement marqués. Ça existe aussi dans le Comme quoi, par folklore. exemple? Le fait, par exemple, que j'ai utilisé le chant des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes a été vraiment pour moi assez typique de ces mouvements sociétaux dans lesquels les gens se sont organisés, certes, autour de quelques idées intellectuelles, mais les gens se sont révélés à eux-mêmes dans des comportements, dans des façons de faire, dans une manière de pouvoir se positionner par rapport aux autres qui était de l'ordre de la transe, c'est-à-dire il y a un mouvement dans lequel on est amené à se conduire d'une façon qui était inenvisagée pour soi, mais d'espérer un mouvement de changement qui va être présent. Donc là, il y a un truc très important que tu soulignes, c'est que la transe est vue comme pathologique, Hmm. et là, elle peut l'être, mais elle peut aussi être un moment de reconfiguration de son existence et être un peu la clé d'une reconfiguration, d'un changement et d'une libération. De mon point de vue, c'est même sa fonction centrale. C'est-à-dire que pour moi, la transe individuellement ou du point de vue sociétal, il n'y a pas de changement sans transe, il n'y a pas de transe sans changement, ou en tout cas sans tentative de changement. Mais il n'y a pas de changement sans transe. Ça, c'est très radical comme idée. C'est une idée très... Enfin, Oui. si on le pense, c'est très Hmm. provocateur, parce que nous vivons avec le modèle inverse, Oui, que absolument. le changement se fait par la volonté, que la transe c'est ce qui empêche le changement et qu'il faut contrôler tout ça. Donc là, comprendre qu'il n'y a pas de changement sans transe. Alors pourquoi il n'y a pas de changement sans transe? Parce que précisément, le changement peut être soit quelque chose qui peut être saisi par la raison et pensé, mais ça veut dire aussi que ça va être limité parce que personne ne peut penser à tous les critères d'une situation. Soit on laisse faire les ressentis, la sensorialité, c'est-à-dire ce vers quoi le corps est en train de nous emmener individuellement ou collectivement. Et donc ces mouvements-là, c'est-à-dire ces mouvements organisés par la foule, il peut y avoir un meneur ou pas un meneur, peu importe, mais en tout cas, ces mouvements organisés par la foule, ce sont des mouvements de changement. C'est-à-dire, mais j'allais même dire, même si on sort du domaine politique, il y a qu'à se rendre dans un stade pour se rendre compte de ça. C'est-à-dire, à un moment donné, les gens n'obéissent plus à simplement leur intellect. Ils vivent le jeu. Ils sont en même temps sur le terrain de jeu. Ils sont la personne qui est à côté d'eux. Ils sont également dans un comportement qui n'est pas tout à fait eux, etc. Carnaval de Dunkerque que j'ai fait il y a quelques années, il y a des mouvements absolument merveilleux au Carnaval de Dunkerque, c'est-à-dire des mouvements de foule, des cohues, avec même un système de pression physique dans lesquels, à un moment donné, le souffle commence à manquer. On finit par partir en fait dans un état de conscience modifié. Tout ça est très codifié. Il y a des sons qui vont être présents. Tu as Carnaval de Dunkerque, tu as des sortes de grappes humaines en fait qui s'organisent. Et puis tu as les forts des halles, et puis tu as les musiciens qui sont là présents. Et en fait, les musiciens jouent de la musique, et puis à un moment donné, il y a une codification apprise depuis que les Dunkerquois, j'espère qu'on appelle les habitants de Dunkerque de cette façon-là, connaissent depuis quasiment la maternelle, c'est-à-dire qu'il y a des sons particuliers qui sont joués, qui préviennent en fait la foule qu'il va y avoir la cohue. Et la cohue, en fait, c'est ce mouvement dans lequel les forts des halles s'arrêtent, commencent à pousser en arrière, et la foule qui est derrière pousse en avant en continuant à chanter, barioler, déguiser. Et donc, on se retrouve compressé, en fait, à l'intérieur. Le merveilleux, c'est que si jamais quelqu'un se sent réellement mal, il y a un système naturel qui se fait et qui fait que la personne, en fait, est amenée doucement sur le côté. Et donc, du coup, c'est un mouvement naturel qui permet ça. Mais quand on est à l'intérieur, on est compressé. Si on essaye de raisonner, du coup, on ne s'en sort pas. Il faut arriver simplement à se laisser porter par cette cohue, par cette pression qui fait que tout d'un coup, on rentre en état de transe, c'est-à-dire on rentre dans un système dans lequel on est complètement brusqué par un comportement et on vit un mouvement, et c'est sans doute le dernier élément qu'on n'a pas cité, on vit un mouvement dans lequel on va être à la lisière, je parlais de peur tout à l'heure, presque à la lisière de la mort. L'une des hypothèses, en fait, qui me paraît importante aussi pour la transe, et sans doute que c'est ça aussi qui le ramène dans le champ du changement et des révolutions, c'est-à-dire quelque chose qui se finit et la suite n'est pas encore connue, c'est que fondamentalement,
pour moi, toutes les trans, en fait, engagent la personne vers la question de la mort, ou en tout cas de la finitude. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde finalement la prise de stupéfiants, de psilocybine, de LSD dans un cadre thérapeutique, lorsque l'on regarde la respiration holotropique, lorsque l'on regarde, quand on regarde un peu les méthodes de transe, en tout cas celles qui sont présentes, et bien sûr dans les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, c'est-à-dire l'annonce du cancer, etc. En fait, la transe se mobilise à quel moment? Me semble-t-il, elle se mobilise quand intervient la question de la finitude. C'est-à-dire quand l'individu est emmené à un endroit où son corps lui dit, là, il y a un enjeu particulier. C'est-à-dire, il faut que tu te transformes, sinon derrière, c'est la fin. Et dans les vécus, notamment des patients, mais aussi dans les vécus des gens qui se transforment, sans parler du thérapeutique, au travers des cérémonies culturellement situées, etc., c'est très présent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, non seulement elles se quittent à elles-mêmes, c'est-à-dire elles ne sont plus tout à fait elles-mêmes, il y a un sentiment d'étrangeté, mais il y a cette perception de la finitude. Alors nous, dans notre codification, on va appeler ça des angoisses, c'est-à-dire tout d'un coup, la personne qui se dit, oh là là, mais il faut que je récupère du contrôle, sinon il y a quelque chose, enfin je vais disparaître, quelque chose va disparaître en moi, mais qu'on l'appelle comme on veut, en tout cas, me semble-t-il, le propre en fait de la transe, c'est précisément de confronter l'organisme, l'humain dans son ensemble, à cette question de la finitude, à cette question de la vulnérabilité, et à ce moment-là, de voir un peu comment les choses peuvent se repositionner. Si on reprend là aussi Roustan, mais certainement d'autres penseurs et praticiens à côté, de laisser faire le vivant. Et c'est ce moment-là si particulier entre le contrôle et le laisser aller, c'est-à-dire consentir à laisser aller quelque chose chez soi, qui est profondément angoissant pour la plupart des gens, mais qui certainement est le facteur d'apprentissage. C'est certainement quand on est au bord du gouffre et que quelque chose doit se passer que l'on va en apprendre le plus sur soi, mais en apprendre, c'est pas en apprendre cognitivement, c'est laisser faire notre identité dans le sens du rapport au monde. Et ça, pour moi, c'est vrai au niveau de l'individu, mais au niveau du groupe, au niveau du groupe. C'est-à-dire, c'est lorsqu'une société commence à s'épuiser que les phénomènes de transe commencent à apparaître pour laisser advenir autre chose. Dans le champ du thérapeutique, et là je vais parler sociétal aussi 2 secondes, mais notre système de santé, en fait, il est à l'agonie depuis très longtemps. On est dans un système dans lequel on essaye d'injecter beaucoup d'argent, On voit bien que les choses ne fonctionnent pas. On voit bien qu'un l'État centralisé qui décide des choses, qui décide notamment de mettre un CHU dans chaque région, c'est-à-dire de penser en termes de propositions de santé et non pas en termes de besoins de santé chez les personnes, on voit bien que ce système en fait est arrivé complètement au bout. Et donc les soignants sont épuisés, ils demandent évidemment plus d'argent, tout le système demande plus d'argent, c'est-à-dire une sorte d'acharnement thérapeutique sur le modèle de santé, qui est le modèle de santé français, qui certainement a fonctionné pendant très longtemps, mais qui arrive en fait en bout de course. Tout ça produit des phénomènes que moi j'appelle des phénomènes de transe, c'est-à-dire des éléments d'étrangeté, des éléments de brusquerie, des interrogations individuelles ou groupaux, dans lesquels ça appelle en fait au changement. Le mouvement de la santé intégrative dont on parlait tout à l'heure est pour moi une sorte de oasis, c'est-à-dire le nouveau modèle à venir, qui préserve l'idée du modèle français, c'est-à-dire démocratique, universel, mais en même temps qui soit un modèle qui se pense tout à fait autrement à partir des besoins de chacun, et où finalement l'offre de santé devient une offre individualisée, personnalisée, et non pas simplement une porte dans laquelle il est demandé à chaque individu de pouvoir se rendre. Et donc cette dimension de la santé intégrative, c'est ce modèle un peu illusion, oasis dans le désert qui est en train de se construire comme étant un éventuel après qui va être là, mais on n'en est pas encore là. On en est simplement à la limite de ce modèle français de thérapeutique qui est en train de mourir parce que trop centralisé, parce que pas assez centré sur les besoins, etc., etc. Et même dans la façon de pouvoir penser les praticiens, ils sont souvent pensés en termes d'offres et non pas en termes de quels sont les besoins qui sont nécessaires. Et on voit que ça produit des trans. Non seulement ça, enfin ça produit des trans à 2 niveaux. D'une part, l'offre de santé qui est la plus plébiscitée par les gens, c'est les offres autour des trans, c'est-à-dire ils veulent faire appel à l'hypnose, à la sophrologie, à la relaxation, au casque de réalité virtuelle, à la méditation de pleine présence, c'est-à-dire ils ont envie
que leur corps soit engagé dans autre chose pour pouvoir se prolonger autrement. Et puis des trans également, et là cette fois-ci c'est plus problématique au niveau groupal, c'est-à-dire tous les mouvements qui sont des mouvements de grève, avec parfois des comportements que l'on ne comprend pas, des saccages, etc., qui sont là présents, mais qui sont simplement une manifestation, simplement entre guillemets, automatique, de corps qui a besoin d'autre chose, arriver à une finitude, et de devoir dire comment est-ce que je me sors de cette finitude. Quand la transe est-elle pathologique et quand elle est créatrice? Le premier élément, elle est probablement dans est-ce que la transe est subie, entièrement subie, ou est-ce qu'elle mène à une action particulière. Ça, pour moi, c'est un élément qui va être très présent. Parce qu'il y a des C'est-à-dire, trans qui sont pathologiques. il y a totalement des trans qui sont pathologiques. Soit on est vraiment dans le champ de la psychopathologie, on en a cité quelques-unes tout à l'heure, la schizophrénie, le psychotrauma, etc. Soit il y a des vécus, en fait, qui sont pathologiques dans le sens où la personne va se retrouver confrontée à quelque chose qu'elle ne souhaite pas. Un exemple particulier, il y a actuellement une fascination pour ce qu'on appelle la médecine psychédélique, ou en tout cas l'utilisation des psychédéliques, qui en France est interdite. Et, Dont j'ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. et donc, effectivement, dans cette dimension-là, lorsque les choses ne sont pas bien faites, ne sont pas bien encadrées, lorsque l'on se met un produit dans le sang, pendant 3 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, vous pouvez pas échapper à la transe. Parce que vous avez la molécule chimique, même quand bien même elle serait naturelle, ayahuasca ou autre, quand bien même elle serait naturelle, il y a de la chimie qui fait que vous êtes dans un principe hallucinogène qui va être là. Quand on n'est pas bien encadré, c'est-à-dire quand le rituel, quand la personne qui est là pour accompagner, en fait, fait ça au doigt mouillé, ou même lorsqu'il n'y a personne. Et donc là, on est potentiellement dans la pathologie. C'est-à-dire qu'une expérience de psychédélique hallucinatoire, non cadrée, peut être potentiellement déraisonnable pour l'individu, voire profondément euh, oui, traumatique en fait pour la personne. Ce qu'on appelle le bad trip. Ce qu'on appelle effectivement le bad trip. Même sans parler des psychédéliques, qui quand même globalement ont beaucoup d'avantages, etc., à partir du moment où elles sont employées convenablement. Même sans parler de ça, même une expérience qui ne serait pas en lien avec une molécule chimique, mais qui serait par exemple le fait d'être dans un rituel avec le groupe, et puis d'être accompagné au tambour, avec une personne qui mettrait en scène avec des lumières stroboscopiques ou autres une séance, et dans laquelle la personne subirait la séance avec l'impression qu'elle ne peut pas en sortir, ça peut être également du domaine de la pathologie. Donc pour moi, le premier critère, c'est trans agi, trans subi. La transe, au début, est toujours subie. C'est-à-dire à partir du moment où il y a où la personne va être bousculée dans son sens commun, ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose qu'elle subit. Mais derrière, va-t-elle en faire quelque chose? C'est-à-dire, est-ce qu'elle arrive à pouvoir malgré tout avoir un sentiment en partie de ressenti de la situation suffisamment intègre pour pouvoir se dire les choses vont bien. Et donc transubi, transagi, pour moi c'est le premier critère. Ensuite c'est la durée des choses, c'est-à-dire que s'il y a des trans spontanés une fois qu'apparaissent, très bien. Si jamais il y a des trans spontanés qui apparaissent tous les 3 jours, ça commence à devenir problématique. Et donc pour moi, c'est 2 critères qui vont être importants: subi ou agi, et puis la chronicité. La chronicité, c'est pas vraiment la nature en fait du vécu particulier. On peut avoir un vécu qui peut être très négatif en fait des trans, mais en tirer une expérience particulière. Et donc du coup, la nature même de l'expérience me paraît pas être un facteur de normal ou de pathologique. C'est vraiment ailleurs que les choses vont se jouer. On avait parlé au début des différentes lectures de la transe, donc la dimension scientifique. Qu'est-ce que la science nous dit aujourd'hui sur la transe? Elle nous dit, alors ça dépend dans quel champ on va être. Elle nous dit plusieurs choses. La première, elle nous dit la transe existe, c'est-à-dire cet état de conscience modifié qui intervient avec un élément de brusquerie, dont finalement la fonction c'est un repositionnement, qui apparaît plutôt lorsque l'individu doit s'adapter, et en particulier s'adapter, confronté à sa finitude, ou en tout cas se confronte à sa finitude lorsque l'élément de transe est présent. C'est quelque chose que l'on peut caractériser. On peut dire c'est présent ou ce n'est pas présent. On peut dans certains cas le mesurer, pas dans le sens on-off, mais en tout cas de dire là il y a vraiment eu un sentiment
d'étrangeté par rapport à soi-même ou à l'environnement qui a été présent. Ce sentiment d'étrangeté peut être plus ou moins accompagné par des éléments d'amnésie. Et puis, la personne ne se sent pas tout à fait pareille après cette expérience qu'avant. C'est-à-dire, des éléments de son identité ont été interrogés ou ont été modifiés. Globalement, ce sont ces trois éléments-là. Donc, on peut, ça y compris le mesurer, c'est-à-dire, on a maintenant suffisamment d'outils pour pouvoir le caractériser et pour pouvoir mesurer dans le sens, on a un alphabet qui nous permet de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a fait des expériences de transe, y compris très fortes, et puis qu'on ne se sente pas interrogé par est-ce que la personne n'est pas folle, etc. Mais vraiment rentrer dans l'expérience de l'autre. Donc, déjà, premier élément important, les trans peuvent être définies, elles peuvent être caractérisées, et puis elles peuvent également engager une forme de lien à l'autre qui va être présent. Le deuxième élément, c'est de dire une transe n'est pas une illusion, c'est-à-dire quelqu'un qui vit un élément de transe, qui a tout d'un coup des transpirations qui vont venir, des émotions particulières, ou avoir l'impression que un mort a été convoqué. Que, en fait, quand on regarde un peu le fonctionnement du corps, on se rend compte en fait que c'est pas une illusion, c'est-à-dire le cerveau qui n'est rien d'autre qu'une sorte de caisse d'enregistrement de la réalité et de la façon dont l'individu se positionne par rapport à la réalité. On voit en fait que le cerveau hallucine la présence du mort, hallucine les sensations corporelles, c'est-à-dire réagit comme si les choses étaient là, c'est-à-dire réagit aux choses qui sont réellement vécues par la personne. Donc la transe n'est pas une illusion, ce n'est pas un récit, ce n'est pas une narration, c'est un vécu et l'organisme, l'individu dans son ensemble, l'organisme le vit comme étant sa réalité, quand bien même des éléments ne seraient pas perceptibles par tout le monde dans une même pièce. Et puis le troisième élément qu'également montre la science par rapport à la transe, c'est comment on arrive à cette question du changement dont je parlais tout à l'heure. Alors là, pour le coup, on est dans l'individuel, on est moins sur le groupal, mais en tout cas, individuellement, on a également identifié quels étaient les processus de changement. C'est-à-dire le chemin qui fait que on part de cette brusquerie, le corps est mobilisé, une flexibilité qui va commencer à apparaître, et puis on arrive à de nouveaux comportements qui vont être là. Et donc ça, c'est tout le champ, notamment de la psychologie et de la psychologie clinique, c'est-à-dire d'arriver à identifier quels sont les processus de changement chez quelqu'un, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui sort de son sens commun se retrouve avec un autre rapport à l'existence. Et donc on est face à ces trois éléments importants de connaissance qui sont bien sûr le commencement, hein. Il va falloir ensuite réarticuler, bien sûr, et aller un peu plus loin. Mais en tout cas, on a déjà ces trois éléments-là qui sont présents. Tu parlais comme autre lecture de la transe, la question de la croyance. Qu'est-ce que la croyance? Quelle place a la transe dans la croyance, dans les religions? La croyance, c'est la poésie de l'esprit, hein. C'est-à-dire, c'est le fait de pouvoir, à un moment donné, avoir une lecture de la réalité et de pouvoir venir enluminer un peu cette réalité en fonction aussi de ce que l'on veut bien y voir. Donc, euh, sans doute que ce que je veux dire peut être critiquable, mais pour moi, la transe obéit à un phénomène qui est profondément humain, c'est-à-dire universel. Et par contre, les éléments de culture, c'est-à-dire la croyance, euh, vont venir colorer ça d'une certaine façon pour s'adresser à l'humain. D'une part, comme beaucoup d'auteurs avant moi, je fais pas de différence entre nature et culture. Pour moi, les choses sont vraiment intriquement liées, intrinsèquement liées. Et il me semble que les éléments de culture, c'est-à-dire de nature, c'est ce qui va caractériser une civilisation à un moment donné. Mais c'est ce qui fait, par exemple, que lorsque l'on vit un état de transe dans un moment donné, on peut en discuter avec quelqu'un de sa même culture et pas forcément quelqu'un d'autre. Si on va du côté des derviches tourneurs, et puis chez les derviches tourneurs, il va y avoir des pratiques particulières, la personne va tourner, va commencer à avoir la tête qui tourne, jusqu'au moment où elle aura l'impression que ce n'est plus sa tête qui tourne, mais où c'est le monde qui commence à tourner autour d'elle. On est dans quelque chose qui est très culturellement situé. Si quelqu'un le faisait en France actuellement, on se demanderait ce que la personne est en train de faire. Au mieux, elle est en train de jouer. Au pire, elle est en train de perdre la tête. Pourtant, ce phénomène, à un moment donné, de tête qui tourne et puis de laisser venir, on va la voir autrement. On peut la voir avec des produits. Ça va être par exemple le but de l'alcool, mais on peut aussi la voir avec des danses particulières, qui vont être parfois des danses régionales. Et donc, du coup, pour moi, la culture, c'est Ça, c'était le troisième point. Je voulais qu'on reste. Tu avais dit 3 points. Tu avais dit
Ah, rappelle-moi La alors, comment j'ai... science, tu avais dit la Ah oui, science, la la croyance et le religieux, l'artistique et la et le culture culturel. et la Ouais. culture. Et donc là, tu veux que je sois au niveau des Oui, croyances uniquement. oui. Tu veux absolument que j'imperméabilise les trois Non, dimensions. mais pour commencer pédagogiquement, après on pourrait Ok. les rassembler. Mais je trouvais que c'était intéressant que tu montres qu'il y a trois lectures. Je trouve que c'est intéressant de montrer qu'il y a trois lectures de la transe. Montrer que la science commence à le Je comprendre vais partir. et Ouais. que dans toutes les traditions religieuses de l'humanité, il y a eu des formes de transe. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant qu'on a tendance à oublier, que c'est pas juste quelque chose d'anecdotique. Il y a les derviches tourneurs, mais au fond, dans presque toutes les traditions religieuses de l'humanité, il y a eu des formes de transe qu'on a tendance, voilà, et qui sont tellement naturelles pour les peuples que des fois ça ne se voit même plus. Ben, j'enlèverais même le terme de presque, l'adverbe. Je dirais que dans toutes les formes, en fait, de religion, de croyance, il y a quelque chose qui s'ouvre en fait vers la transe. Aussi parce que je pense que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que la transe engage le changement, il ne peut pas y avoir non plus de changement sans transe. Donc le vivant, en fait, la dynamique humaine intègre cette dimension-là, et que certainement, au moins à une époque ou dans certaines civilisations, la religion était aussi une sorte de passage obligé, les croyances étaient aussi une sorte de passage obligé pour aller vers cette question du changement. Si je prends en fait un exemple, ça pourrait être quelqu'un qui vient de vivre un deuil particulier, et puis dans les premiers instants, bah, il y a le défunt, la personne a l'impression que le défunt est là le soir, dans un coin de la pièce, lui parle, je sens son odeur, etc. Si on prend cet événement-là, qui est un événement finalement assez banal hein, chez les personnes, euh, la science peut éventuellement y apporter un regard en disant, bah, il y a la mémoire, il y a du conditionnement, il y a probablement effectivement les pulls dans la penderie qui font que l'odeur va être là. La personne a l'impression que l'odeur apparaît, mais en fait, elle a toujours été là. Il y a aussi bien sûr la question du lien qui met autant de temps à se défaire qu'à se refaire, etc. Donc la science peut avoir une vision particulière de ce qui est en train de se passer. La croyance, ça va être cet élément qui va dire, mais en fait, il y a un élément de rupture, mais cet élément de rupture, moi je considère que il n'y a pas simplement un corps, il y a aussi une âme. Et que parfois, bah, l'âme ne sait pas encore que le corps est décédé, il a besoin en fait de temps et parfois d'être accompagné pour pouvoir partir. Et donc du coup, ce que je perçois dans la pièce comme étant une présence particulière, une odeur, je vais l'interpréter comme étant l'âme de la personne qui peut-être d'ailleurs a l'intention de me consoler, parce que peut-être que ma peine est en train de la maintenir en fait sur Terre. Et donc du coup, ça c'est du domaine de la croyance, c'est-à-dire c'est une interprétation que l'on va donner qui n'est pas vérifiable bien sûr, mais qui en tout cas explique ce qui va être ce qui va être là. Je me souviens en particulier d'un suivi avec un patient qui m'avait beaucoup marqué. C'était une histoire affreuse. C'était un monsieur qui rentrait en voiture avec son fils à l'arrière et un ami de son fils. Ils se sont fait rentrer dedans par une autre voiture. Son fils est décédé. Son jeune fils est décédé dans l'accident. Évidemment, traumatisme, etc. C'est sa fille qui lui avait conseillé de venir me voir. On s'est vu pendant un certain temps. Et en fait, pendant le suivi, à un moment donné, il est venu avec un œuf. Pardon, avec les photos d'un œuf. Et en fait, il avait pris des photos à période régulière, et en fait, il me montrait l'apparition d'un cœur noir en fait sur cet œuf qui était sur une table en bas. Et il se trouvait que assez souvent les matins, quand il descendait l'escalier, il voyait, ou plutôt il sentait la présence de son fils en bas de l'escalier, près de cet œuf-là. Voilà. Et donc du coup, pour moi, c'est quelque chose de l'ordre de la croyance, c'est-à-dire c'est compliqué. D'abord, on y voit évidemment dans cette tâche-là qui était effectivement apparue ce que l'on souhaite. Peut-être que c'est un cœur, peut-être ça ne l'était pas. On peut avoir une interprétation de ça, c'est-à-dire c'est son fils, c'est pas son fils. Ça peut pas être, on ne peut pas être sûr de ça, mais en tout cas, c'est une explication que lui s'est donnée par rapport à ça. C'est le champ des croyances. Et puis il y a le champ de la culture et de l'artistique. On peut aller, Revenons sur le champ des croyances. ouais. Ce que tu veux montrer, c'est qu'il ne faut pas Je voulais boucler mes trois trucs, moi. rejeter les croyances, mais que c'est une lecture du phénomène de la transe qui mérite d'être respectée. C'est ça Oh que... bah, il y a aucune raison de la rejeter. Il y a plus que ça. Les croyances, les croyances en fait colorent l'événement.
C'est-à-dire que le rapport qu'avait ce monsieur à son fils, le rapport qu'avait ce monsieur à son deuil, les épisodes d'étrangeté, de modulation du temps, etc., toutes les manifestations qu'il avait, toutes les distorsions qu'il avait par rapport à son quotidien, en fait, étaient en partie, bien sûr, en lien avec ses croyances. Il n'y a aucune raison, en fait, de ne pas considérer ces éléments-là. On ne peut pas à la fois dire la transe est quelque chose d'individuel qui se joue dans les ressentis, dans la phénoménologie d'un individu. C'est la façon que l'on a de rentrer dans l'expérience de l'autre que de s'intéresser à ce que l'autre peut en dire, et puis en même temps de rejeter précisément ce que l'autre en dit, en termes aussi de croyances, c'est-à-dire en termes de coloration qui, bien sûr, oriente la réalité, et que notamment ce monsieur fait plus attention à certaines perceptions plutôt qu'à d'autres. Donc, ou peut-être pour le dire encore plus clairement, ce que tu dis me donne à penser, c'est que la question de la croyance nous libère, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est pas la question, c'est la question en quoi ça fait sens pour moi, ça va changer mon expérience, ça va m'aider à me transformer. C'est ça que tu essayes de souligner. c'est tout à fait ça. J'aurais pas mis le terme de sens de suite, plutôt d'influence. D'accord. Pour moi, lorsque le sens est là, l'histoire est terminée. La transe n'a plus besoin d'être présente, en fait. C'est-à-dire qu'il me semble, et tu es plus expert que moi là-dessus concernant les grandes traditions, mais il me semble que souvent dans les pratiques de transe, quelles qu'elles soient, les pratiques ritualisées sont souvent des passages en vrai. C'est-à-dire qu'une fois que le rapport à l'existence s'est trouvé modifié, une fois précisément que l'adaptation est là, on va considérer que quelque chose a été intégré, a été digéré en fait par la personne, et qu'il n'y a plus besoin d'essayer de ritualiser ou d'essayer d'aller vers une proposition de transe qui va être présente. C'est aussi vrai dans le cas de la pathologie, hein, quand il y a du sens qui est apparu, c'est-à-dire quand l'histoire que j'ai vécue s'est retrouvée, a retrouvé une place dans mon histoire générale, le symptôme en fait est dissous, c'est-à-dire la personne ne considère pas ce qu'elle est en train de vivre comme étant un symptôme. Ça ne veut pas dire que tout disparaît, mais ça veut dire en tout cas que pour la personne, le statut de symptôme en fait n'est plus présent. Et donc lorsque le sens est là, il me semble en fait que l'histoire est terminée. C'est précisément, il y a une sorte comme ça de continu, de mouvement en fait qui a repris, de rivière qui a repris son flot, et qui fait que la personne n'a plus besoin réellement en fait de la transe, c'est-à-dire la proposition de changement pour que les choses puissent se faire. Alors la lecture culturelle et artistique de la transe. Ce que j'avais en tête, c'était l'Egea Edgar Poe, quoi. C'est-à-dire effectivement cette présence fantomatique. Donc, dans un premier cas, la science va l'expliquer avec la mémoire olfactive, la pénombre qui peut aussi permettre de voir des illusions, etc. La croyance qui va dire, bah non, il y a l'âme aussi, l'âme n'est pas toujours, on ne sait pas toujours qu'elle a quitté le corps, ou parfois elle est retenue par notre propre peine. Et puis, il y a des auteurs en littérature, comme Poe, comme d'autres, qui vont explorer cette dimension-là en donnant une connotation particulière, c'est-à-dire en nous apprenant quelque chose de la question de l'humain. Lorsque Poe nous raconte l'histoire de Ligeia, cette présence fantomatique que cet homme voit au moment où il pense avoir perdu l'être aimé, en fait, ça nous apprend quelque chose en fait de la nature humaine, de la condition humaine, et donc l'artistique et la culture est encore une autre lecture de ces angoisses, de ces moments, de ces expériences qui sont des expériences singulières. Alors, avant-dernière question, pourquoi ma critique d'état modifié de conscience ne t'a pas convaincu? Ah, c'est pas qu'elle m'a pas convaincu. Je la respecte et je la comprends totalement. Mais en fait, on parle à deux points de vue différents. Moi, en position en fait de chercheur, comme je le disais tout à l'heure, en fait, j'ai besoin de caractériser, c'est-à-dire de réifier la réalité. À un moment donné, si je m'intéresse à la tasse qui est sur la table, si je veux vraiment, vraiment étudier ce qu'est une tasse, la définir, savoir comment est-ce qu'elle peut contenir un liquide, comment la chaleur peut se diffuser, ne pas se diffuser, est-ce que j'ai besoin de mettre une anse, etc., je vais être obligé de caractériser cette tasse-là, presque indépendamment du contexte dans lequel elle est, de pouvoir définir la tasse comme si toutes les tasses existaient de la même manière, c'est-à-dire de la regarder à ma façon. Et donc, je comprends totalement la critique par rapport aux états de conscience modifiés, et je sais bien que c'est une entourloupe que l'on utilise en tant que scientifique en disant oui, oui, on a compris que la conscience n'existait pas, mais On du sait coup, pas on trop va ce vous que parler, c'est. on sait pas ce que Voilà, c'est. la conscience, on ne sait pas ce que c'est. Un état est forcément modifiable. Ce Ouais. qui est un état non modifiable, ça n'existe pas. Donc, état modifié, ça n'a absolument pas de Mmh. sens.
Et donc, du coup, effectivement, tout ça, on le sait. Et donc, effectivement, il y a une entourloupe à dire. Malgré tout, on va utiliser ce terme-là. Alors, tu as vu, malgré tout, sur le sous-titre, en fait, j'ai J'ai vu, introduit... et Ouais, puis tu dis plein de choses dans le livre quand même, ouais, où je vois que quand même, tu montres à quel point c'est limité, ce qu'on sait sur la conscience est très bien sûr. limité. Mais je suis assez... Et j'aime, oui, dans le sous-titre, tu mets état non ordinaire de... Ouais, qui est encore une autre proposition qui est pas de moi, on commence à voir apparaître le titre. Mais je regarde en fait ces discussions-là avec beaucoup de tendresse parce que toute définition est limitée. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est quand on dit que la définition de la transe n'est pas uniforme, que même il n'y a pas de définition de l'hypnose, etc. Je dis, bah, vous ouvrez deux dictionnaires, le Larousse et le Robert, le Littré si vous voulez en plus, juste au terme tasse par exemple, et puis vous allez avoir trois définitions de ce qu'est une tasse. Donc du coup, c'est compliqué pour moi de... Enfin, voilà, oui, bien sûr, une définition, un objet d'étude, en fait, il n'est jamais définitif. Bon, mais il est transitoire. Et certainement que demain, on n'aura plus besoin de ce terme-là de conscience et d'état de conscience. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la notion d'inconscient. C'est-à-dire, pour moi, le fait de dire, bah, finalement, probablement que là où on en est, à la fois de notre positionnement de civilisation par rapport à la question du corps, de la sensorialité, etc., qui a évolué par rapport à il y a 100 ans ou 200 ans, mais également de l'état de la science, probablement on n'a plus besoin de l'hypothèse de l'inconscient. Mais pour moi, ça ne discrédite pas en fait la notion d'inconscient. On en a eu besoin pour penser quelque chose, et simplement maintenant on peut le penser autrement. Et pour moi, ces états de conscience modifiés, en fait, je suis d'accord fondamentalement avec toi, c'est-à-dire que toi en discussion, je crois même que je te cite dans l'ouvrage, tu parlais de présence, bien sûr. Tu m'avais dit, bon, bah, à ce moment-là, si on remplace l'état de conscience par présence, ça me va, quoi. Bien sûr que dans l'absolu, je suis d'accord avec toi, mais en position de chercheur, à l'heure actuelle, dans nos connaissances, parler d'état de présence modifié serait encore plus difficile à Ouais, moi, approcher j'aimerais même que pas l'état état de modifié, puisqu'un conscience. état est forcément modifiable. Donc, faudrait travailler là-dessus. Mm. Et la dernière question, c'est dans ta vie au quotidien, quelle place a la transe et quelles sont les manières dont tu cultives la transe? Il y a des rituels qui sont présents. Alors, d'une part, oui, il y a des rituels qui sont présents. Il y en a un que j'indique dans l'ouvrage qui est vraiment tous les matins. Euh, Tous les matins, en fait, je vais faire un petit tour dans le jardin, qu'il vente, qu'il pleuve, etc. J'y vais pieds nus uniquement s'il fait beau, et j'y vais avec mon chien et de temps en temps mon chat. Et en fait, je fais le tour du jardin comme ça. Pour moi, c'est un rituel dans lequel la pensée n'est pas présente, en fait, et dans lequel simplement je ne décide même pas du chemin qui va être là. Je laisse mes pas, en fait, me guider sur ce chemin-là, et il n'y a rien d'autre que voilà, ce moment-là qui va être présent et qui a même pas d'intention, en fait. Il est juste là, mais c'est un moment ritualisé, inaugural pour moi dans la journée. Ensuite, C'est bien de raconter ça parce qu'on voit que ça peut être des exercices très simples bien sûr, et c'est très important ouais. de démythifier la transe. Ouais, la transe souvent évoque quelque chose, un d'exotique et d'extrêmement intense. Et en fait, ça peut tout à fait faire partie du quotidien de quelqu'un d'une manière absolument banale. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est extraordinaire. C'est vraiment ce mouvement à un moment donné de sortir de son sens commun, de sortir d'une modalité habituelle d'être, de façon à pouvoir vivre les choses autrement et d'aller vers la perspective de pouvoir changer autre chose là-dessus. Alors, cette première expérience de Mhm. transe, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça fait comme changement? Ça, c'est compliqué à caractériser parce que tu m'obliges à remonter dans mon cerveau. Et du coup, je vais plutôt contourner ta question en disant, lorsque je ne l'ai pas, je suis à la recherche de quelque chose pendant la journée. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être plus empressé pendant ma journée, de courir après le temps, une activité, sans doute un petit énervement supplémentaire, comme s'il y avait non pas quelque chose qui me manquait, mais quelque chose qui ne m'a pas été accessible à ce moment-là et qui aurait fait que ma journée aurait été autrement. Et c'est compliqué de le dire autrement que cela, c'est-à-dire voilà, ma journée n'est pas la même et je cours après quelque chose dans la journée, alors que lorsque je commence ma journée comme ça, elle ne commence pas de la même façon. Comment est-ce que je m'en rends compte? Simplement parce que il m'arrive de voyager, d'être dans des hôtels et que, oui, dans des hôtels, bah, j'ai pas ce rituel-là, qui n'a pas d'ailleurs toujours été là. J'ai pas toujours vécu dans une maison, mais et donc là, effectivement, maintenant que j'ai l'habitude de vivre dans une maison et de faire ça, bah, quand je me déplace, que je suis à l'hôtel, bah, il y a pas ça et donc du coup, mes journées ne sont pas les mêmes, quoi. Donc elles s'organisent pas du tout de la même façon. Alors, qu'est-ce que tu as comme autre forme de transe? J'ai appris que, alors il y a effectivement quand, voilà, quand quelqu'un m'annonce une nouvelle par rapport à quelqu'un qui est en position,
médicales délicates ou qui viennent décéder. Il y a des choses comme ça avec les rituels avec la bougie que je mets. On parlait de croyances tout à l'heure, et notamment pour moi, ça c'est pas associé à une croyance particulière. C'est juste un geste. Voilà. C'est un geste qui, à un moment donné, s'impose à moi, qui a du sens, mais il n'y a pas d'autre. Certains, par exemple, considèrent que la flamme de la bougie, c'est ce qui va guider en fait le défunt dans son passage. Je n'ai pas du tout de croyance qui est associée. C'est juste un geste qui est présent et qui, à un moment donné, voilà, ça fait partie de mon quotidien. C'est là, ça a une place, c'est important pour moi, sans qu'il y ait de pensée particulière. Donc, dans des moments particuliers, il peut y avoir ça. Mais il y a des choses aussi qui sont plus intentionnelles. Lorsque, par exemple, il y a de la colère qui va être présente chez moi, il y a une situation qui va être délicate, lorsqu'un patient me pose difficulté, euh, en particulier, il n'y a pas longtemps, qui me parle parfois d'idées suicidaires qui sont là présents. C'est quelqu'un, voilà, dont j'apprécie la présence, c'est-à-dire vraiment l'humanité, etc. Et donc, du coup, je suis vraiment très, très mobilisé dans ce suivi, dans cet accompagnement. Et donc, c'est très compliqué pour moi, quand il me parle de ça, d'arriver à me repositionner dans l'instant de l'entretien. C'est-à-dire, je le reçois, je le subis, mais je vois que ça n'a pas vraiment de place thérapeutique. Ça veut dire qu'entre deux consultations, je vais prendre 20 minutes. Ce temps-là est un temps qui me convient bien. Je vais prendre 20 minutes, en fait, dans lesquelles je vais me poser, je vais fermer les yeux, je vais juste convoquer ce monsieur en particulier. Je vais le laisser me parler, je vais lui parler, je vais laisser les ressentis être présent à ce moment-là, et on va bien voir ce qui va se passer. Autrement dit, il m'arrive de convoquer également la transe au moment où j'ai besoin de repositionner quelque chose par rapport à quelqu'un. Et là, l'exemple que j'ai donné, c'est professionnel. Et puis, bah, comme tout à chacun, il y a des choses qui me tombent dessus, que j'ai pas anticipé, qui font fracture dans mon existence et qui demandent à être positionnées. Et je commence à avoir l'habitude, parce que c'est un apprentissage, à favoriser cette suspension du temps. C'est-à-dire quand il y a une mauvaise nouvelle, lorsque il y a quelque chose qui me heurte dans l'existence, que du coup je ne sais pas comment réagir, que je laisse du temps. Je laisse simplement du temps. Et il n'y a pas d'autre intention que ça, même pas que quelque chose vienne se dissoudre, simplement de me dire, là je suspends le temps et je laisse ce qui doit être justement là, sans même, encore une fois, chercher à ce que quelque chose se résolve. C'est juste d'installer ce moment particulier. Ensuite, je suis très cérébral. Voilà, je suis psychologue, je suis chercheur, enfin, j'ai besoin de ma tête, et ma tête est un organe important pour moi. Hein. Donc, je voudrais pas laisser penser que ma vie n'est que spiritualité, rituel, de transe. Mon commun à moi, c'est la pensée. Hein. C'est même la surpensée. On le disait au début avec plusieurs activités. Je suis toujours en train de penser à plein de choses et plusieurs projets en même temps. Donc voilà, pour moi, c'est pas la tête n'est pas un ennemi. L'ennemi, c'est de considérer que la tête est tout le temps requise pour pouvoir avancer. Et ça, effectivement, non. Comment tu as composé le livre? Il faut quand même dire, c'est un livre assez important, avec beaucoup d'intervenants. Comment tu l'as composé? En fait, avec deux orientations. La première, c'est que je voulais travailler avec des gens que j'aime, donc des gens que j'apprécie en fait humainement. Et il y a des gens que je ne connaissais pas, mais que j'avais lus. Et donc j'avais envie de les entendre par un écrit. Je fonctionne beaucoup par l'écrit. Et donc du coup, voilà, c'est les deux critères en particulier. Mon réseau a principalement été celui du DU, d'études des trans et des états de conscience modifiés sur Paris 8, puisque j'ai déjà réuni une équipe. Et tu es Voilà, d'ailleurs intervenu. où je suis intervenu la première année. Avec La beaucoup de première année, joie. absolument. Et donc, du coup, il y avait déjà ce carrefour-là que j'avais organisé à l'université, et ça me paraissait logique, en fait, également de faire appel à ce carrefour pour ces auteurs. Maintenant, cet ouvrage-là, il est aussi lié au fait que, notamment les étudiants, mais pas que, dans la vie de tous les jours, les gens disaient, mais conseille-moi une lecture, en fait, sur les trans. Et en fait, dans le champ de la francophonie, il y en avait pas. Il n'y avait pas de bouquins sur les trans, il y a des bouquins sur certaines pratiques, mais un livre vraiment qui rentre dans c'est quoi les trans, en fait, ça n'existait pas. Et donc, c'était aussi le souhait de répondre, en fait, à ça. C'est-à-dire que de rentrer dans c'est quoi, voilà, c'est quoi une transe, et par plusieurs entrées, la médecine, la psychologie, l'anthropologie, la sociologie, etc. Pour moi, c'est un livre qui ne se lit pas de la première à la dernière page. C'est un livre qu'on prend, on prend un chapitre qui intéresse,
on va sur un autre, on le repose, on en reprend à un moment donné. C'est une sorte comme ça d'auberge espagnole qui était souhaitée. Et je suis déjà en train de penser à la suite, parce que évidemment que je l'avais à peine terminé, que je me suis dit, mais t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça, t'as pas fait appel à un tel, etc., etc. Et donc je suis en train déjà de penser la suite, parce que le champ est large, mais composer un ouvrage est aussi pour moi un point d'étape important. C'est pas la fin, c'est pas quelque chose qui clôt une histoire, c'est un point d'étape. C'est l'une des pierres en fait de Petit Poucet, et qui est donc fait aussi de rencontres, d'envies, de sujets particuliers et de disponibilité des gens aussi pour participer à cet ouvrage, bien sûr. Merci infiniment. Merci de Merci à ton toi. travail. Merci d'aider à qu'on comprenne mieux l'importance de la transe. Merci. Bah, c'est gentil. Merci beaucoup à toi pour ton invitation. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. J'espère que ça vous donnera envie d'entrer en transe très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir être au courant des prochains dialogues, de me faire part de vos commentaires. Je vous embrasse tous.